La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Vincent Ledoux. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais il nous est impossible d'écarter la perspective d'un Brexit dur. Le pire n'est pas toujours certain, mais il serait irresponsable de ne pas l'envisager. Surtout à ce stade des discussions et à 6 mois de l'échéance. Une note du préfet Lalande, dont je veux saluer ici le grand professionnalisme, alerte le gouvernement sur nos besoins et notre niveau de préparation. Notre capacité à assurer le meilleur contrôle aux frontières et à traiter une masse de flux très élevée est ici en jeu. Chaque année, 32 millions de personnes et plus de 4 millions de poids lourds transitent par les ports de Calais, Dunkerque et le tunnel sous la Manche. Et 2 minutes de contrôle supplémentaire, c'est 27 km de bouchons en plus. Le Brexit, dans sa version dure, nécessitera la mobilisation de 250 policiers supplémentaires, une augmentation de près de 100% des agents de contrôle sanitaire pour passer rapidement de 2,5 à 230 équivalents temps plein. Le ministre Darmanin a d'ores et déjà annoncé 700 douaniers de plus, dont 350 dès 2019. Il faudra dématérialiser les procédures, en alléger d'autres sur la base de l'analyse du risque. Jusqu'où pensez-vous mettre le curseur et selon quelle méthode? Par ailleurs, les investissements seront considérables pour créer des zones de contrôle délocalisées, acheter le foncier, construire les équipements. Avez-vous mesuré le niveau de dépenses nécessaire? Enfin, il faudra rassurer les 5500 entreprises tournées vers le Royaume-Uni et qui s'interrogent. À quel point sommes-nous sur tous ces sujets? Le président de la région, Xavier Bertrand, appelle à un accord de sortie, à la mobilisation totale de l'État, à ce que tout le monde joue la main dans la main à 200%. Pouvez-vous, monsieur le ministre, rassurer et lui préciser la feuille de route du gouvernement? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Vincent Ledoux, vous savez que l'option privilégiée par le gouvernement de la France, c'est l'option d'un retrait ordonné permettant de garder avec un accord des relations aussi étroites que possible entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le respect mutuel des droits et des obligations. Mais il apparaît qu'aujourd'hui, le temps presse, que plusieurs sujets restent ouverts, même s'il y a eu beaucoup d'avancées et même s'il faut rester déterminé et optimiste. Mais quoi qu'il arrive, à l'issue des négociations, le Brexit bouleversera les liens que nous avons avec le Royaume-Uni et nous devons nous y préparer, quelle que soit l'issue. Nous y préparer, que ce soit les administrations, les citoyens ou les entreprises, et envisager toutes les éventualités. C'est la raison pour laquelle, sous la demande du Premier ministre, Nathalie Loiseau et moi-même avons présenté mercredi dernier au Conseil des ministres un projet de loi habilitant le gouvernement à adopter par ordonnance les mesures de contingence qui seraient nécessaires en cas d'absence d'accord de retrait. Ces mesures concernent à la fois le droit de séjour et de travail des ressortissants britanniques sur le territoire français. Elles concernent aussi, comme vous l'avez remarqué, les infrastructures. Elles concernent aussi les effectifs qu'il sera nécessaire de mobiliser pour faire en sorte que cette adaptation puisse se faire dans les meilleures conditions, quels que soient les résultats. Dans l'hypothèse que nous ne soutenons pas, mais dans l'hypothèse la plus difficile, croyez bien, monsieur le député, que tous les éléments sont réunis pour que nous puissions nous adapter le mieux possible, à la fois par la législation française, mais aussi par les initiatives qui seront prises par la Commission européenne, en souhaitant vraiment que le temps qui nous reste nous permette d'arriver à un bon accord. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Célia Delaverne. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'urgence climatique est là, maintenant, elle s'impose à nous. Les citoyens français le savent et les citoyens français attendent des réponses fortes. Tous ici présents sur l'ensemble de ces bancs, nous en sommes les témoins au quotidien sur le terrain. Hier, le GIEC a rendu son 6e rapport d'évaluation. Il dit très simplement que nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire initiée par la COP21. Il nous faut contenir le réchauffement climatique en deçà du seuil de plus 1,5 degré, car au-delà, les changements sont irréversibles. Mais au rythme actuel, ce seuil pourrait même être franchi dès 2030. Concrètement, cela implique
une modification de notre climat au quotidien avec des records de chaleur tels que nous en avons connus l'été dernier, le creusement des inégalités pour la planète avec la démultiplication de mouvements migratoires et des tensions géopolitiques croissantes, la disparition de la biodiversité, en particulier d'espèces animales, végétales, qui nous sont utiles aujourd'hui pour la santé et pour notre environnement. La bonne nouvelle du rapport, c'est qu'il est encore possible de contenir ce réchauffement en deçà des 1,5 degrés. Mais cela ne se fera pas sans un sursaut international, ni sans l'engagement unanime de tous les décideurs politiques. Il faut donc accélérer. Votre gouvernement est mobilisé depuis plus de 15 mois au travers de l'action du ministre de la Transition écologique et solidaire. Et nous sommes à vos côtés, dans tous les secteurs. Cet engagement, cela doit être aussi celui de chacun des membres du gouvernement. À l'économie, au logement, à la cohésion sociale, au transport, à l'agriculture, au budget, autant de politiques publiques qui doivent être responsables vis-à-vis de cette transition et engagées pour la réussir. Car aujourd'hui, aussi difficile que soient les arbitrages, la planète exige que nous nous engagions davantage pour que la transition écologique et solidaire soit pleine et entière. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les ambitions du gouvernement ? Comment chacun de vos ministres sont mobilisés pour répondre aux enjeux et à la demande de sursaut légitime de la population française? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les scientifiques du GIEC ont rendu, vous l'avez évoqué, un rapport qui vient faire la synthèse d'années de travaux, d'années d'expertise et qui vient documenter l'urgence de la situation. Ce rapport du GIEC, il confirme par une analyse étayée le sentiment qu'un nombre croissant de nos concitoyens se font lorsqu'ils regardent autour d'eux le monde tel qu'il va, lorsqu'ils constatent la multiplication des épisodes de grande chaleur, de grande sécheresse, lorsqu'ils voient la réduction, et lorsqu'ils la constatent, de la biodiversité, lorsqu'ils voient les effets terribles du dérèglement climatique, la transformation de milieux naturels, les effets de la déforestation, bref, lorsque l'impression individuelle est confirmée par une telle masse d'analyses scientifiques, il n'est pas permis, Madame la députée, et vous avez raison, il n'est pas permis de détourner la tête. Le dire peut sembler une évidence. J'observe, comme vous, et d'ailleurs comme beaucoup de responsables politiques, que dans un certain nombre de pays, le constat scientifique est mis en cause. Le constat scientifique, qui m'apparaît incontestable, est justement contesté par certains États, par certains gouvernements. C'est un problème qu'il convient d'avoir en tête, car la solution à ce défi de l'humanité est une solution collective. Et tous ceux qui, que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres, imaginent que les solutions aux problèmes communs passent par des raisonnements nationaux, vous le savez, Madame la députée, nous le savons tous, mettent justement l'avenir en péril. Alors, conscient de cet enjeu, Madame la députée, le gouvernement, depuis sa nomination, s'est engagé dans une voie qui consiste à prendre des mesures. Ces mesures, nous y croyons, et nous savons qu'elles ne sont pas toujours faciles. Nous avons pris la décision, c'était une des premières lois de cette Assemblée, nous avons pris la décision d'interdire l'exploitation des hydrocarbures, ce qui peut sembler marginal en métropole, ce qui ne l'est absolument pas dans la France ultramarine. Nous avons pris la décision, et nous l'assumons, d'augmenter la taxe carbone. Tous les candidats pendant l'élection présidentielle mentionnaient la nécessité d'une augmentation de la taxe carbone. Mais nous savons parfaitement que mettre en œuvre cette augmentation de la taxe carbone pour envoyer un signal prix qui soit à la fois clair, prévisible et irréversible fait peser sur un certain nombre de Français une contrainte budgétaire considérable. C'est la raison pour laquelle, et vous le savez, Madame la députée, nous accompagnons cette contrainte par un certain nombre de mesures, prime à la conversion, chèque énergie, densification de l'offre de transport en commun qui, elle seule, peut permettre de mettre notre pays en état de faire face
aux enjeux que vous décrivez. Nous avons pris, et c'est dans le plan climat, Madame la députée, et vous le savez parfaitement, la décision de fermer dans un horizon de temps qui est affiché l'exploitation des centrales à charbon. Ça n'a rien d'un sujet facile, Madame la députée. Il se trouve que j'ai été maire d'une commune dans laquelle une de ces centrales à charbon, une de ces 4 centrales à charbon, continue à fonctionner. Et c'est très facile pour certains ici de dire que ce seraient des petites choses, lorsqu'en pratique on est confronté à ces sujets, on sait combien ils sont sensibles, on sait combien socialement ils posent des questions. Nous assumons de le faire, nous accompagnerons les transitions, mais on ne peut pas dire, et vous le savez parfaitement, que ce serait dérisoire. Il nous appartient, Madame la députée, d'être à la hauteur de cet enjeu. Ça n'est pas simple, ça ne supporte pas des formules faciles. La prochaine COP qui se tiendra en Pologne, en décembre, constituera un rendez-vous capital. Il n'est pas certain qu'elle réussisse. Et François de Rugy, qui est aujourd'hui à Luxembourg pour préparer avec ses homologues européens cette COP, aura l'occasion d'y représenter la France pour essayer de faire prévaloir notre approche et pour essayer d'être à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mardi dernier, vous étiez l'homme le moins bien informé de France. Votre ministre de l'Intérieur était en train de quitter le gouvernement et vous ne le saviez pas. Monsieur Collomb a donc décidé de quitter le navire et devant vous, à l'occasion d'une passation de pouvoir surréaliste, il a fait le constat d'un échec cuisant de votre politique en matière de sécurité. En abandonnant ainsi le président de la République, il a mis en lumière ce que nous savions déjà, l'étroitesse, pour ne pas dire le vide, de l'assise politique de votre majorité. Vous savez, Monsieur le Premier ministre, quand les premiers soutiens désertent ou n'y croient plus, c'est une bérésina annoncée. Et ce n'est pas votre capacité à composer un gouvernement qui va rassurer les Français. Depuis une semaine, la tragicomédie continue. Vous n'arrivez même plus à dissimuler l'affaiblissement du pouvoir exécutif. En 15 mois, ce n'est pas moins de 7 ministres, dont vos 3 ministres d'État, qui ont quitté le gouvernement. Le président de la République a perdu son autorité, son crédit, son image personnelle est durement entachée. Votre politique est un échec. Le chômage, les impôts, le pouvoir d'achat, tous les indicateurs sont au rouge. Vous êtes aujourd'hui incapable de proposer un gouvernement crédible à la France. Tant c'est le vide autour de vous, Monsieur le Premier ministre. Ma question est donc simple. Jusqu'où, jusque quand cette mascarade va-t-elle continuer, Monsieur le Premier ministre? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Merci, Monsieur le Président Jacob. Seul le Premier ministre a la parole. S'il vous plaît, vous écoutez la réponse du Premier ministre. Au Président Merci, Jacob. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jacob. Dans votre question, vous évoquez, je vous cite, et j'espère ne pas me tromper dans la citation que je vais faire, l'étroitesse, entre guillemets, de cette majorité politique. Comment vous dire, Monsieur le Président Jacob? Il se trouve que dans notre système, la majorité est déterminée par des élections et que les élections donnent un résultat qui se voit ici et que je ne vois rien d'étroit dans cette majorité, que je ne vois rien de fragile dans cette majorité, que je ne vois rien d'inconséquent dans cette majorité, mais que je vois au contraire des hommes et des femmes qui ont envie de tenir les engagements qui ont été pris par le Président de la République devant les Français. Et puisque je vous ai écouté avec attention, Monsieur le député,
je voudrais vous dire quelque chose. Dans votre question, j'ai entendu quelque chose qui m'apparaît relever d'une forme de fébrilité et d'impatience. Elle ne m'a pas complètement surpris. Mais je veux vous rassurer, Monsieur le Président, il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience. Il y a la volonté de tenir les engagements qui ont été pris par le Président de la République. Il y a la volonté d'assurer la sécurité des Français. J'étais hier soir à Lyon, où j'ai eu l'occasion de rencontrer les ministres de l'Intérieur du G6, ce qui nous a permis d'évoquer les questions migratoires, ce qui nous a permis de voir qu'au-delà des postures, qu'au-delà des positions européennes, il y avait une nécessité de travailler en commun. Je sais, Monsieur Jacob, que vous posez des questions et que vous n'écoutez pas les réponses. Et je ne vous en veux pas. Mais j'aimerais néanmoins aller jusqu'au bout de ma réponse. Je ne donne aucune leçon. Écoutez, je prends votre invitation à l'humilité avec beaucoup de bienveillance et comme un encouragement. Avec beaucoup de bienveillance et comme un encouragement. Mais je veux vous dire une chose, Monsieur Jacob. Nous ne transigerons en rien sur les engagements qui ont été pris par le Président de la République. Nous mettrons en œuvre la politique que nous avons affichée et sur laquelle nous nous sommes engagés aux élections présidentielles et aux élections législatives. Et contrairement à ce que vous indiquez, les Français constatent d'ores et déjà que sur le second semestre 2018, ils vont bénéficier d'une augmentation du pouvoir d'achat qui ne s'est pas produite dans les 10 dernières années. Ils vont constater la baisse du chômage, l'attractivité accrue du territoire, le développement des investissements étrangers en France, l'augmentation des moyens pour notre sécurité, que ce soit en matière de défense, de sécurité intérieure, de justice. Ces éléments, nous les assumons, nous les mettrons en œuvre et vous verrez, Monsieur le Président, quels résultats ils porteront. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole, s'il vous plaît. Un peu de calme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la parole est à Madame Nadia Hay, que l'on écoute attentivement. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, à l'heure où le plan de pauvreté rejette la fatalité de la détresse économique et sociale, à l'heure où le plan santé donne un sens à l'égal accès aux soins partout et pour tous, à l'heure où la méthode cœur de quartier annonce une nouvelle dynamique de cohésion de nos territoires, qu'en est-il des mesures en faveur de notre jeunesse et plus particulièrement en faveur des jeunes de nos territoires fragiles? Cette jeunesse, Monsieur le ministre, vous le savez, nous le savons, est souvent heurtée de plein fouet par toute forme d'inégalité. L'inégalité de départ, car ils sont nés sur des territoires fragiles économiquement. L'inégalité des chances, car ils sont victimes par ricochet des crises multidimensionnelles, économiques, sociales, identitaires. L'inégalité de traitement, car ils payent le prix de 4 décennies de politiques de la ville qui n'ont pas répondu au mal profond et qui, de fait, n'ont eu de cesse que de creuser les inégalités. Aussi, le choix qui a été fait de placer l'humain au cœur du dispositif, de miser sur l'émancipation de chaque jeune de ces territoires est un pari osé et un changement de paradigme profond. C'est un signal fort de notre engagement collectif en faveur de notre jeunesse. Cependant, je le vois chaque jour dans ma circonscription, chaque jour dans nos territoires. L'attente est immense, l'attente est impatiente, l'attente est exigeante. Car cette même jeunesse, en quête d'avenir, bouillonne d'innovation, d'envie et de courage pour construire son destin, à condition de lui en donner les moyens, et ce, dès leur stage de 3e. Vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, cette jeunesse des territoires fragiles n'a ni besoin d'être assistée, ni besoin d'une quelconque forme de paternalisme, et personne n'a le monopole de leur malaise. Il ne s'agit pas d'un traitement de faveur, mais d'un juste retour des choses, d'un égal accès aux droits et à l'égalité des chances. Quelle réponse à ces attentes pouvons-nous formuler, Monsieur le ministre, aujourd'hui, pour que chaque enfant de la République ait réellement sa chance dans notre pays? La parole est à Monsieur Julien de Normandie,
secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nadia Hay. La question que vous posez, c'est une question centrale, c'est en fait la question du pacte républicain. Quel est aujourd'hui l'espoir et l'avenir que nous pouvons donner et assurer pour notre jeunesse? Et contrairement à ce que beaucoup disent, contrairement à ce que des majorités politiques ont fait pendant des années, la principale des inégalités dans notre pays, ça n'est pas une inégalité de revenus, c'est une inégalité de destin. C'est le fait que lorsque j'étais avec vous dans votre circonscription, effectivement, les jeunes de votre circonscription n'ont pas les mêmes chances que dans d'autres endroits de notre territoire. Elle est là la réalité et elle résulte, comme vous l'avez dit, de décennies de politiques qui parfois étaient discriminantes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? C'est attaquer le problème à la racine, redonner cette égalité de destin, investir dans l'éducation, et c'est ce que nous faisons avec Jean-Michel Blanquer et le doublement des classes. Investir tout au long du parcours éducatif. Et c'est pour ça que nous avons pris des engagements très clairs sur les stages de troisième. 15 000 offres de stages fournies par l'État, 15 000 par les entreprises, et j'étais encore avec 40 d'entre elles pour suivre leurs engagements hier. C'est la formation professionnelle. Depuis quand un gouvernement n'avait pas investi 2 milliards d'euros dans la formation professionnelle des jeunes de nos quartiers? Depuis quand? C'est vous, c'est cette majorité qui l'avait décidé. Et puis après, il y a l'embauche. Il y a le fait qu'aujourd'hui, la discrimination, elle existe encore. Que cette discrimination, certains s'y sont habitués. Certains n'ont pas fait suffisamment de choses qu'il fallait faire. Eh bien, cette discrimination, c'est là aussi ce que nous faisons. Et nous prenons tous les outils en place. Nous recréons ce réseau entre les jeunes des quartiers et entre les entreprises. J'étais hier à Poissy pour inaugurer une école du numérique. Cette école du numérique, c'est autant de personnes qui vont trouver un boulot derrière. Cette discrimination, on ira même jusqu'à ce qu'on appelle du name and shame pour faire en sorte que tout le monde l'appliquera. Et oui, il n'y a pas de fatalité et on agit pour lutter contre cette inégalité de destin. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Loïc Prudhomme. Monsieur le Premier ministre, le dernier rapport du GIEC, le groupe des experts du climat, vient d'être publié. Basé sur 6 000 études scientifiques, il liste les actions à mettre en œuvre pour limiter la hausse des températures sur notre planète à 1,5 degré. Certains experts nous expliquent aussi comment le dépassement de ce seuil pourrait accélérer dramatiquement le changement climatique dans une réaction en chaîne irréversible. L'année 2017 a été l'une des plus chaudes de notre histoire sur tous les continents. 2018 pourrait lui ravir ce triste record. Tout le monde s'en rend compte et agit. Il suffit de regarder les initiatives qui se multiplient d'Alternativa aux marches pour le climat. Finalement, il ne reste plus que le champion de la Terre pour entretenir une illusion qui ne résiste pas à l'analyse du budget annoncé du ministère de la Transition écologique. À peine 1 milliard d'euros quand il en faudrait au moins 10 fois plus selon les experts, soit au minimum 10 milliards d'euros pour espérer un résultat sur les émissions de gaz à effet de serre. 10 milliards, c'est moins de 0,5% de notre PIB. C'est à peine la moitié des allègements fiscaux qui seront offerts en 2019 aux grandes entreprises et une goutte d'eau au regard des dividendes distribués. Monsieur le Premier ministre, ce rapport du GIEC est sur votre bureau. La température ne doit pas augmenter au-delà de 1,5 degré. Notre trajectoire actuelle est sur plus 3 degrés. Allez-vous enfin imposer un budget à la hauteur des enjeux? Allez-vous enfin comprendre et faire comprendre au président Macron qu'il ne s'agit pas de sauver la planète, elle se sauvera très bien sans nous. Il s'agit de préserver un écosystème compatible avec notre survie sur cette terre. La question écologique et climatique n'est pas annexe. Elle doit être le guide impératif de l'action publique. C'est ce que dit le rapport du GIEC. Monsieur le Premier ministre, le précédent ministre de la Transition écologique a convenu que répondre à cet impératif absolu n'était pas possible dans vos carcans financiers. Je vous demande donc quand votre règle d'or budgétaire fera place à la règle verte écologique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Prudhomme, permettez-moi d'abord d'excuser l'absence du ministre d'État François de Rugy et de Brune Poirson, qui sont actuellement au Conseil des ministres de l'Environnement à Luxembourg. Monsieur le député Prudhomme, je partage bien évidemment vos inquiétudes relayées par ces scientifiques du GIEC dans leur rapport rendu public hier, mais pardonnez-moi, je n'arrive pas à comprendre
votre posture politique sur ces questions. Lorsque nous proposons un projet de loi visant à interdire l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures, vous vous abstenez. Dès que nous mettons en place des mesures de transition pour changer de voiture, vous votez contre. Dès que nous mettons en place le chèque énergie, vous votez contre. Dès que nous fermons les centrales à charbon, vous êtes bien silencieux. Et donc, je suis certes un peu naïf, mais moi je forme un vœu, monsieur le député, c'est que ce milliard d'euros supplémentaires pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, vous le votiez dans le cadre du prochain PLF et que votre président, monsieur Mélenchon, soit bien présent le 19 octobre prochain à La Réunion pour fermer la centrale à charbon de Gardanne. Il y a les paroles et il y a les actes, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Bruno Millienne. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre Sébastien Lecornu, le 1er août dernier, j'interpellais Nicolas Hulot sur la question de l'urgence climatique. Les événements récents ne peuvent que renforcer cette interpellation. Ils appellent à l'humanisme, à la solidarité, à la fraternité et à la responsabilité. Je pense ici, bien évidemment, avec tristesse à nos amis d'Indonésie. Le dernier rapport du GIEC a fait grand bruit. Ce rapport interpelle, alerte, interroge. Quelle France souhaitons-nous pour nous-mêmes et pour nos enfants en 2030 ? Allons-nous continuer l'artificialisation des sols déraisonnée ? Allons-nous continuer à ignorer les signaux clairs qui nous sont envoyés par la nature elle-même ? Accepterons-nous encore longtemps que des personnes les plus précaires, souvent les moins responsables aussi de ces bouleversements, meurent de notre inaction ? Ou allons-nous enfin nous mobiliser au-delà des clivages partisans, au-delà des préoccupations égoïstes, du repli sur soi, des nationalismes, des esprits court-termisme, des intérêts cupides? Il faut accélérer la transition écologique du pays en veillant à faire les bons choix de manière éclairée, en y impliquant davantage les collectivités locales, mais aussi l'investissement privé. La programmation pluriannuelle de l'énergie doit porter cette ambition et miser, s'agissant des mobilités propres, sur les atouts que sont l'électricité, mais également l'hydrogène et le bioéthanol. À l'heure des négociations européennes sur la feuille de route pour l'industrie automobile, ce serait une erreur de se contenter de miser sur le tout électrique. La loi de finances doit incarner cette ambition et se traduire dès demain par des mesures fiscales, financières, en adéquation avec l'impératif d'une meilleure protection de l'environnement, comme ça devrait être le cas s'agissant par exemple de l'huile de palme. Il y a urgence à bâtir une fiscalité environnementale globale, juste, pour être acceptée de tous nos concitoyens et dont les recettes seraient intégralement fléchées sur les actions en faveur de la transition écologique. Je connais la détermination du gouvernement. Comment la France entend répondre aux cris d'alerte que viennent de nous lancer à nouveau les experts du GIEC? Quelles mesures peuvent être prises dès cette année? Quelles orientations pour la prochaine PPE? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Bruno Millienne, je ne reviens pas sur ce que le Premier ministre a déjà indiqué lors de la deuxième question tout à l'heure sur ce rapport du GIEC et peut-être répondre plus précisément à vos questions précises, notamment sur la programmation pluriannuelle pour l'énergie qui sera présentée à la fin de ce mois d'octobre, qui sera mis derrière en consultation et en débat, notamment avec un engagement du Premier ministre que les parlementaires, députés et sénateurs, soient associés à cette concertation avant qu'elle ne prenne tous ses effets au début de l'année prochaine. Alors, d'ores et déjà, quels sont les ingrédients que l'on va retrouver dans cette PPE? Déjà, des indicateurs sur la maîtrise de l'énergie, puisque, bien sûr, l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est l'énergie verte, au final, que l'on finit par produire. C'est toute la stratégie de sobriété, notamment autour de la rénovation des bâtiments, plan qui a été mené avec Jacques Mézard et Julien de Normandie. Enfin, il s'agit aussi, dans les ingrédients, de tourner la page, évidemment, l'électricité charbon, j'en ai déjà touché un mot à l'instant, de renforcer les outils comme le fonds chaleur. C'était un engagement du président de la République et le ministre d'État aura des annonces à faire dans les semaines qui viendront. Financement de l'innovation et de rupture dans ces innovations, c'est bien évidemment les 100 millions d'euros pour 2019 sur l'hydrogène, vous l'avez rappelé dans votre question, et bien sûr la libération et l'organisation, la montée en puissance des énergies renouvelables tout au long de l'année 2019, notamment autour du plan solaire et de la méthanisation pour lequel nous avons mis beaucoup de mesures de simplification sur la table, mais également des aides financières directes. Un mot peut-être complémentaire sur le rapport du GIEC, monsieur le député. Certes, ce rapport nous invite à nous intéresser aux causes, mais également aux conséquences, notamment en matière de résilience climatique. Et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, m'a demandé de travailler justement à des
mécanismes nouveaux en matière de prévention des risques naturels. Le président de la République s'est exprimé là-dessus aux Antilles. Cela passe aussi dans le renforcement du budget du ministère par les outils de Météo France pour améliorer, optimiser toute la prévision des nouveaux grands défis climatiques qui nous attendent en métropole comme en Outre-mer. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Peu. Oui, merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vendredi, les 18 parlementaires de la Seine-Saint-Denis, de toutes les sensibilités, dans une unité inédite, ont organisé une rencontre pour demander l'égalité républicaine. Qu'avons-nous dit? Que notre pays est en train de gâcher un formidable potentiel, que ce département de la Seine-Saint-Denis, le plus jeune de France, au dynamisme économique et culturel soutenu, qui avec 162 milliards d'euros par an est le 3e contributeur à la TVA, est aussi, en même temps, celui de toutes les discriminations. Comme l'a souligné et objectivé le rapport parlementaire de nos collègues Cornu-Gentil et Coquendo, l'État est gravement défaillant dans ses missions régaliennes que sont l'éducation, la justice et la sécurité. Comment accepter qu'un enfant de la Seine-Saint-Denis aura, entre le CP et la terminale, l'équivalent d'une année scolaire sans prof dans la classe? Que le nombre de policiers par habitant soit inférieur à la moyenne et de façon totalement incompréhensible que nous ayons été les grands oubliés de la police de sécurité du quotidien? Comment accepter enfin que les procédures de justice soient selon les sujets entre 3 fois et 10 fois plus longues que partout ailleurs? Monsieur le Premier ministre, vous nous avez reçus il y a quelques jours et vous nous avez écoutés. Nous sommes dans la première partie du quinquennat et nul ne saurait imputer cette situation à votre seul gouvernement. Pouvez-vous seulement, Monsieur le Premier ministre, prendre l'engagement que lors des 4 prochains budgets qui seront sous la responsabilité de votre majorité, vous allez prendre des décisions pour résorber ces disparités et ainsi rétablir l'égalité républicaine pour ce département si prometteur pour la France qu'est la Seine-Saint-Denis? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Julien de Normandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Stéphane Peu, vous savez, Monsieur le député, toute l'estime que j'ai pour votre travail. On a travaillé en commun pendant de longs mois, depuis maintenant plus d'1 an et demi. Et vous savez que le combat qui est le vôtre en faveur des quartiers prioritaires de la ville, c'est également le combat qui est le nôtre. Vous avez eu l'honnêteté de rappeler que la situation actuelle, le constat terrible que vous avez fait, nous le partageons. Nous le partageons et nous ne pouvons pas l'imputer uniquement à cette majorité, mais c'est 40 années de politique de la ville, 40 années qui n'ont pas permis aux enfants de Seine-Saint-Denis d'avoir le même destin qu'aux enfants d'autres territoires. Alors vous l'avez rappelé, Monsieur le député, vous avez été reçu par le Premier ministre, ainsi que vos collègues élus de Seine-Saint-Denis. Un certain nombre de mesures ont été d'ores et déjà prises, et puis une méthode de travail a été déterminée, sous l'égide du Premier ministre. Vous posez une question très précise à laquelle je vais répondre. Est-ce que oui ou non, on prend un engagement de ne pas diminuer les crédits politiques de la ville? Oui, nous prenons cet engagement de ne pas diminuer les crédits politiques de la ville sur la durée du quinquennat. Et cet engagement, d'ailleurs, nous l'avons pris au premier jour, dès septembre dernier. Et donc, je le réitère et je le rappelle. Et après, il faut affronter les choses en face. J'ai entendu ici ou là que certains élus souhaitaient, y compris, déposer une instruction en justice pour retrouver les responsabilités sur cette situation. Mais est-ce que la justice se souviendra de tout ce qui a été fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait au moins admettre que ce gouvernement est celui qui a remis le paquet sur l'éducation dans nos quartiers, que ce gouvernement est celui qui a remis le paquet sur la formation dans notre quartier, que ce gouvernement est celui qui double les critères de l'ANRU, les financements de l'ANRU, que ce gouvernement... Parce qu'entre 2007 et 2012, l'ensemble des effectifs de la police ont diminué et on hérite aujourd'hui de cette situation que ce gouvernement a mis 10 000 policiers supplémentaires à l'échelle de la fin du quinquennat. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Paula Forteza. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, depuis sa création en 2013, la French Tech a permis de lancer un vaste mouvement de mobilisation collective pour la croissance et le rayonnement des startups numériques françaises. 5 ans plus tard, les premiers résultats sont là.
La French Tech est devenue un réseau de 14 métropoles labellisées, vecteurs d'innovation dans nos territoires, et de 9 verticaux thématiques chargés de fédérer des secteurs de pointe comme l'e-santé ou la FinTech. Ce réseau produit de véritables résultats économiques avec le lancement de 10 000 nouvelles start-up et une contribution à hauteur de 12% aux créations nettes d'emplois chaque année en France. La French Tech brille également à l'international autour des French Tech Hubs avec 21 réseaux d'entrepreneurs de São Paulo à New York en passant par Moscou et le Cap. Des chefs d'État se pressent également sur notre territoire pour comprendre cet unique mélange public-privé. Hier encore, nous accueillons le président du Chili, Sébastien Piñera, à Station F, qui est devenu aujourd'hui le plus grand incubateur du monde. Mais cet écosystème, certes foisonnant, rencontre plusieurs difficultés. Celle du passage à l'échelle pour les petites structures, de nombreuses barrières à l'internationalisation, l'insuffisante inclusion de tous les talents, alors que seulement une entreprise sur 10 est dirigée par une femme dans la French Tech. De plus, face aux nombreux scandales qui touchent l'industrie du numérique américaine, avec encore une fuite de données massive de la part de Google+, dévoilée hier, ce réseau doit pouvoir nous permettre de montrer par l'exemple ce que signifie un numérique à la française, avec des entreprises qui portent nos valeurs, ouverture, transparence, éthique, maîtrise des usages en ligne, protection des utilisateurs. Le travail mené par les États généraux du numérique visant à mettre en place des nouvelles modalités de régulation devrait pouvoir être intégré et porté à l'international par notre réseau French Tech. Alors que quelques pistes de réforme de la French Tech ont été suggérées dernièrement, pourriez-vous, Monsieur le ministre, clarifier quel plan vous entendez mettre en place pour relever ces défis? Toujours. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la députée Paula Forteza, vous avez raison, la French Tech est un atout désormais majeur de notre économie. Ce sont plus de 10 000 entrepreneurs qui irriguent l'intégralité du territoire et qui font l'honneur des nouvelles technologies dans notre pays. Quelle est notre stratégie? D'abord, permettre à ces start-up de s'implanter partout sur le territoire, de se développer plus facilement et d'avoir accès au financement nécessaire. C'est tous les dispositifs qui sont prévus dans le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises qui sera soumis à votre vote cet après-midi, un financement plus facile en fonds propres pour les entreprises de la French Tech et pour l'ensemble des PME et des TPE françaises. Le deuxième axe de réflexion, c'est celui qui vise à renforcer l'investissement dans l'innovation. Je rappelle que dans le fonds pour l'innovation de rupture, 10 milliards d'euros, 250 millions d'euros de revenus chaque année, 70 millions d'euros ont été réservés aux entreprises de la type Tech pour permettre justement à ces start-up de prendre une avance technologique sur l'ensemble des autres pays européens et d'ouvrir des champs de coopération, par exemple, dans l'intelligence artificielle ou dans d'autres secteurs qui sont essentiels pour la souveraineté technologique du pays. Le président de la République annoncera cet après-midi avec Mounir Majoubi un certain nombre d'autres dispositions qui permettront de lever les freins au développement des start-up. Et puis il y a un troisième sujet qui est essentiel, c'est mettre de l'équité en matière de fiscalité internationale sur le développement de nos entreprises. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir des start-up dans le domaine de la technologie ou des PME ou des TPE qui ont 14 points d'imposition de plus que les géants du numérique. C'est pour cela que nous nous battons pour obtenir une juste taxation des géants du numérique, les Google, les Amazon, les Facebook, les Apple, les Microsoft et leurs équivalents chinois doivent payer les mêmes impôts que nos start-up et nos entreprises. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Santé, depuis quelques mois, 3 émissions d'investigation, zones interdites, pièces à conviction, envoyés spécial, se sont intéressées aux établissements privés accueillant des personnes âgées dépendantes. Certains de ces EHPAD privés à but lucratif sont cotés en bourse et détenus par des fonds de pension étrangers. Dimanche dernier, Zone interdite était consacrée à la maltraitance des résidents dans les EHPAD privés. On voit dans ce reportage un expert en placement financier vanter avec cynisme les taux de rentabilité de ces établissements qui enregistrent des bénéfices records. Mais ces bénéfices sont le fruit de la maltraitance de nos aînés. Comment peut-on tolérer de tels profits pour ces établissements qui offrent en même temps un si piètre service ? On voit dans le reportage des soignants en sous-effectif, bâcler des toilettes faute de temps, ignorer les demandes des résidents, pire, les menacer parfois. Certaines séquences de cette enquête donnent la nausée.
On voit une journaliste qui, en quelques minutes, réussit à se faire embaucher comme aide-soignante tout en indiquant qu'elle n'a aucune formation, aucun diplôme. Elle se retrouve le lendemain, toute seule, à distribuer des médicaments à des résidents qu'elle ne connaît pas, sans pas plus que leur pathologie. On voit des résidents, mais aussi des personnels se plaindre de la piètre qualité des repas. Comment pourrait-il en être autrement avec un budget d'1 euro par repas? Tout semble permis. La course au profit sur le dos de nos aînés qui payent des tarifs prohibitifs pour enrichir les actionnaires de ces EHPAD. Alors, Madame la Ministre, devant ces révélations qui ne peuvent laisser personne indifférent, êtes-vous prête à diligenter des enquêtes dans ces établissements pour vérifier que le personnel embauché a les qualifications requises? Êtes-vous prête à pénaliser les établissements qui ne respectent ni leurs résidents, ni leurs familles, ni leur personnel? Êtes-vous prête à financer un grand plan public d'investissement pour la mise aux normes de nos EHPAD publics? Madame la Ministre, suite au reportage Zone interdite, vous ne pouvez rester sans réaction. Vous devez agir fermement et rapidement contre ces groupes voyous qui maltraitent nos anciens en toute impunité. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Christine Pires-Beaune, j'ai bien écouté votre question, évidemment, et vous le savez. Depuis mon arrivée au ministère, j'ai à cœur de répondre à ce profond malaise exprimé tant par les familles que par les professionnels qui travaillent dans ce secteur. La situation des EHPAD n'est malheureusement pas nouvelle. Elle ne doit pas stigmatiser un type d'établissement plus qu'un autre. Le gouvernement a déjà pris des mesures d'urgence fortes que j'ai présentées lors d'une conférence de presse le 31 mai dernier. C'est la feuille de route Grand Âge et Autonomie, avec un projet de loi de financement de la sécurité sociale que vous allez examiner en commission dans peu de temps et qui traduit déjà ces engagements. Ce sont 360 millions d'euros consacrés au recrutement des soignants grâce à des crédits de l'assurance maladie de 2019 à 2021. 150 millions d'euros pour l'amélioration du cadre de vie en EHPAD, prévu dans le PLFSS pour la rénovation et l'investissement. 10 millions d'euros dès 2019 pour généraliser les astreintes d'infirmières de nuit. 50 millions d'euros pour les services d'aide à domicile, car je n'oublie pas ce secteur, sans compter une modification des mesures de certification des établissements. En parallèle, j'ai lancé la semaine dernière la concertation sur la perte d'autonomie, qui permettra une réflexion sur le modèle de prise en charge en EHPAD, car nous devons faire évoluer ces établissements. Pour autant, la nécessité de réformer ne doit pas occulter le travail effectué par les personnels en EHPAD, et nos travaux vont concerner la qualité de vie, l'attractivité des métiers, la médicalisation des EHPAD, l'ouverture des EHPAD sur l'extérieur et surtout le développement d'une offre intermédiaire entre le domicile et l'EHPAD. Nous allons proposer dès l'année prochaine une loi pour répondre au mieux aux risques de perte d'autonomie et à la prise en charge du grand âge, ce que nous voulons collectivement garantir pour les personnes âgées d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marc Sulézy. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Transports. Il y a un peu plus d'un an étaient lancées les assises de la mobilité, une consultation inédite des acteurs de la mobilité qui a placé l'innovation au cœur des réflexions. Un an plus tard, les attentes envers la loi d'orientation des mobilités sont grandes pour remettre la mobilité du quotidien au centre de notre système de transport. Cependant, Madame la Ministre, vous n'avez pas attendu cette loi pour passer à l'action. Alors que certains nous reprochent bruyamment d'oublier nos territoires, nous offrons avec méthode à l'élaboration d'un plan d'action concret, main dans la main avec les collectivités, les entreprises, les agences et associations qui font la richesse de notre écosystème. Lancé en janvier à la suite des assises et des travaux menés dans les ateliers de l'innovation, la démarche French Mobility a pour objectif de soutenir l'expérimentation, le développement et la diffusion dans les territoires de toutes les innovations au service de la mobilité propre, de la mobilité durable, de la mobilité du quotidien. Parce que la loi ne peut pas tout, la démarche French Mobility se veut être une réponse pragmatique et rapide aux verrous qui freinent l'innovation. C'est surtout un formidable outil pour nos collectivités, nos territoires ruraux, pour innover, car nous en sommes convaincus.
l'innovation n'est pas réservée aux grandes villes. Madame la ministre, vous avez présenté le 26 septembre plusieurs actions clés du French Mobility. Concrètement, quels seront les outils à disposition des collectivités pour développer sur leur territoire des projets de mobilité innovants? Je vous remercie. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports dans cette assemblée francophone. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Marc Souleysy, ma conviction, c'est que l'innovation n'est pas un privilège pour les citadins et pour les métropoles, mais qu'elle doit être au service de tous nos concitoyens et de tous les territoires. Partout, nous vivons une révolution vers une mobilité plus propre, plus partagée, plus connectée et plus solidaire. C'est dans les territoires qu'émergent les initiatives, les bonnes idées. Et ce n'est pas un discours, vous le voyez comme moi, c'est la réalité de notre pays. Nous avons des collectivités, des associations, des entreprises, des citoyens qui portent des solutions intelligentes et qui attendent qu'on les aide à grandir. C'est aussi le constat que j'avais fait avec les assises de la mobilité. Le gouvernement et les services de l'État sont là pour encourager les innovations, pour les faciliter. C'est dans cet objectif que j'ai lancé au début de cette année la démarche French Mobility. Je viens de présenter les 26 premiers lauréats de notre appel à manifestation d'intérêt qui vise à mettre en relation les territoires candidats avec les entreprises innovantes. C'est par exemple un projet de mobilité partagée entre salariés en cœur de Beauce ou du covoiturage courte distance dans le Luberon. Et nous allons aller plus loin dans cette démarche avec une plateforme collaborative, avec un facilitateur, de l'ingénierie apportée au territoire et des dérogations réglementaires ou législatives pour favoriser les projets innovants. Ces solutions existent, nos concitoyens les attendent, nous serons là pour les soutenir. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Vincent Bru. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Le 12 septembre dernier, le Parlement européen a demandé au Conseil d'activer l'article 7 à l'encontre de la Hongrie, comme c'est déjà le cas pour la Pologne depuis décembre 2017. Or, nous savons que cette procédure est longue et même incertaine, comme nous l'avons pu le constater avec ma collègue Coralie Dubost, à l'occasion d'un rapport et d'une proposition de résolution européenne que nous présenterons demain devant la Commission des Affaires européennes. Ce rapport présente une forte dégradation de l'état de droit dans un certain nombre de pays de l'Union européenne et une remise en cause des valeurs fondamentales qui fondent la confiance mutuelle et la sécurité au sein de l'Union. Il s'agit de la non-effectivité de contrôle de constitutionnalité, de l'atteinte à l'indépendance de la justice par des autorités exécutives. Il s'agit encore des atteintes à la liberté de la presse ou la remise en cause des libertés académiques. Il s'agit enfin des mesures frappant certaines activités d'ONG ou encore, comme en Roumanie, l'usage de procédés de corruption. Roumanie qui, on le sait, ce week-end dernier, a bloqué une tentative de révision constitutionnelle. Nous observons qu'au nom d'un mandat donné aux gouvernants, ceux-ci s'affranchissent des valeurs communes de l'Union européenne qu'ils se sont pourtant engagés à respecter et qui furent l'un des critères de leur adhésion. Les mesures envisagées n'ont pas pour objet de stigmatiser les États ni même les citoyens, mais de contraindre les gouvernements à respecter ces principes et ces valeurs communes sans lesquelles il n'y a pas de confiance mutuelle entre les États membres. Aussi, Madame la Ministre, j'ai appris que ce sujet ne serait pas débattu au prochain Conseil européen. Pouvez-vous nous dire quand ce sujet sera débattu et quelle est la position de la France? Chers collègues. La parole est à Madame Nathalie Loiseau,
ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vincent Bru, je vous remercie de votre question et je salue votre travail accompli avec votre collègue Coralie Dubost. Il y a quelques jours, ici à Paris, l'écrivain italien Roberto Saviano nous mettait en garde et nous disait « La démocratie est menacée à travers le monde ». Il avait raison, et aujourd'hui, l'état de droit n'étant rien un acquis, c'est un combat permanent. C'est un combat permanent, même au cœur de l'Union européenne. Vous avez cité l'indépendance de la justice. Elle est menacée en Pologne, en Hongrie, en Roumanie. Vous avez cité l'indépendance des journalistes et la liberté d'expression. Comment ne pas rappeler ici les noms de Daphne Caruana Galizia, la maltaise, de János Kuciak, le slovaque, et même il y a quelques jours, de Vitoria Marinova, la bulgare, 3 journalistes assassinés au cœur de l'Union européenne. Alors que faut-il faire? Que faut-il faire? Faut-il fermer les yeux, comme ceux qui, au prétexte de faire de la politique, refusent de faire de la morale et continuent à s'associer à des partis qui bafouent les libertés? Ce n'est pas notre choix et ce n'est pas le choix de l'Union européenne. Vous l'avez dit, l'article 7 a été actionné s'agissant de la Pologne. Pas du peuple polonais, mais du comportement du gouvernement polonais qui bafoue l'indépendance de la justice. Et vous l'avez rappelé, le Parlement européen, le 12 septembre, à une écrasante majorité, a choisi d'exprimer son inquiétude sur la situation de l'état de droit en Hongrie. Je regrette que certains parlementaires européens de notre pays aient préféré fermer les yeux et regarder ailleurs. S'agissant de l'état de droit en Hongrie, Madame la Ministre. La question sera abordée Madame la Ministre. dans quelques jours. La parole est à Monsieur Damien Abad. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur par intérim. Je cite, « Vous, Madame Gessler, responsable de l'abattoir d'Autonne incendié de manière criminelle, vous méritez la chambre à gaz, la torture. J'aimerais pouvoir réouvrir Auschwitz, un camp de la mort, pour vous y conduire avec votre famille et vos 80 salariés de merde, afin de faire justice pour tous ces animaux assassinés. » C'est avec ces mots, d'une violence inouïe, qu'a été revendiqué par une association antispéciste l'incendie criminel d'un abattoir du Haut-Val-Romé situé dans ma circonscription. 10 jours déjà que 80 salariés sont au chômage technique, que des centaines d'agriculteurs, de restaurateurs et de clients se trouvent désemparés. 10 jours déjà que cette catastrophe économique, ce drame humain et cette prise en otage inacceptable de tout un territoire et de ses habitants attendent une réponse de l'État. Au-delà de l'enquête de police qui est en cours, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous agir et dénoncer ce terrorisme alimentaire qui voudrait imposer à chacun ce qu'il doit avoir dans son assiette? Vous avez... Vous pouvez agir. Le Code de la sécurité intérieure vous permet de dissoudre toutes les associations ou groupements qui provoquent à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes. Jusqu'à quand ces associations vont-elles pouvoir continuer à exister, publier des menaces, insultes et incitations à la haine sur Internet en toute impunité? Jusqu'à quand allons-nous accepter que l'on s'en prenne à nos bouchers, à nos charcutiers et à nos fromagers? Monsieur le Premier ministre, les agriculteurs en ont ras-le-bol. Ils ne veulent plus de beaux discours, mais des actes forts et courageux. Alors, dites-nous aujourd'hui, dites-nous que c'est du terrorisme alimentaire. Acceptez la demande de la commission d'enquête faite par la FNSEA et les députés républicains et interdisez immédiatement ces associations en rappelant qu'en France, l'état de droit s'impose à tous, y compris aux militants anti-viande et antispécistes qui prônent la violence dans un pays de liberté. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Abad, merci pour votre question qui formulée dans des termes insupportables, que vous avez cités et qui ont été revendiqués par ceux qui se prévalent de cet acte, nous permet d'évoquer un sujet sur lequel je veux être clair. Les actes que vous avez évoqués, les propos que vous avez cités, ne sont pas des opinions, ils ne sont pas l'expression d'un combat pour une liberté, ils sont des actes scandaleux, inexcusables, criminels. Criminels. Et il en va des actes criminels dans cette matière comme dans toutes les autres. Ils ne sont pas acceptables et ils déclencheront l'ensemble des moyens prévus par la loi pour les réprimer et pour les sanctionner. Et monsieur le député, ce combat, je veux le dire clairement, n'est pas le combat de telle ou telle association contre les agriculteurs. C'est un combat pour la loi, qui ne concerne pas seulement la défense des agriculteurs. Parce que dans notre pays, on peut avoir des opinions. Nous sommes une démocratie, on peut les exprimer. On peut dire qu'on est contre tel ou tel mode d'exploitation. C'est une liberté, bien entendu qu'on peut le dire. C'est l'honneur de notre pays et l'honneur de la démocratie. Mais ces actes qui sont violents, qui sont criminels, ne sont pas acceptables. Alors, monsieur le député, je veux vous répondre le plus clairement possible. Tout ce qui est permis par la loi pour réprimer ces comportements sera mis en œuvre. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Jean-François Césarini. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Julien de Normandie. Monsieur le ministre, nous étions le 19 septembre dernier ensemble pour la remise du rapport de Patrick Lévy-Weitz sur les tiers-lieux. Rapport historique car il est le premier travail de cette ampleur sur ce phénomène qui est loin d'être marginal. 2 millions de Français aujourd'hui travaillent dans des tiers-lieux. Disons-le en regardant un petit peu historiquement ce qui s'est passé. La révolution industrielle du début du 19e siècle a concentré les êtres humains au même endroit, au même moment, pour produire de la richesse. Il fallait être dans la même usine pour manufacturer des objets. Et cette révolution-là a plutôt métropolisé nos pays et évidemment la France. La révolution industrielle et économique que nous avons face à nous, celle du numérique, est en train de provoquer l'inverse. Un exode urbain, une déconcentration économique qui fait qu'aujourd'hui, tous ces tiers-lieux, ces Fab Labs, ces cowork, ces makerspace qui arrivent pas seulement dans les métropoles, mais aussi dans nos territoires, sont la déconcentration de demain et la décentralisation de demain. Je le dis parce que cette révolution industrielle du 19e siècle a aussi vu la plupart des idéologies qui sont dans cet hémicycle. Il est peut-être temps de repenser justement une autre forme de décentralisation. Qu'allons-nous faire pour accompagner justement ces nouveaux lieux qui permettent à nos territoires d'être la croissance du pays de demain? Je le précise, ce n'est pas simplement de l'économie numérique au sens abstrait. On a aussi du coworking lié aux travaux manuels, à des choses très concrètes, à des boulangers qui viennent graver leurs gâteaux au laser pour mettre bon anniversaire mamie, etc. etc. C'est ça le monde dans lequel on vit. Qu'allez-vous faire concrètement pour accompagner cette révolution-là et choisir quelles préconisations dans le rapport vont être prises? Car vous le savez, toute forme de progrès est une forme de déconcentration. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jean-François Césarini, pour la première fois, un gouvernement va faire une véritable politique publique en faveur de ces tiers-lieux. Ces tiers-lieux, ce sont des endroits où l'individu et le collectif se retrouvent, où des personnes qui aujourd'hui sont adeptes du télétravail peuvent aller y travailler, où des entrepreneurs peuvent aller rencontrer d'autres entrepreneurs, bénéficier de conseils, où des artisans peuvent bénéficier de nouveaux types de production, comme vous l'avez rappelé. Et ces tiers-lieux, aujourd'hui, comme vous l'avez mentionné, nous avons beaucoup travaillé dessus avec notamment Patrick Lévy-Weitz, qui dirige l'association Travailler autrement. Ces tiers-lieux, aujourd'hui, ça n'est pas un fait métropolitain. Ces tiers-lieux, aujourd'hui, ils sont tout aussi présents dans nos ruralités que dans les espaces métropolitains. Et ces tiers-lieux, ils répondent à une demande sociale, cet individu qui veut travailler dans le collectif, une demande environnementale, parce que c'est autant de trajets en moins pour aller travailler,
Et puis une demande également économique, c'est moins de stress, c'est un cadre de vie meilleur, c'est bref une société peut-être nouvelle que nous commençons à écrire. Alors concrètement, cette politique publique que le gouvernement va mettre en œuvre, elle aura 3 volets. Un premier volet d'accompagnement financier, c'est 110 millions d'euros que public et privé vont mettre en place. Un deuxième volet qui va être de faire émerger des projets du territoire, plus de 300 fabriques territoriales. Et enfin, un troisième et dernier volet essentiel qui est de créer ce réseau, un réseau national des tiers-lieux, car je sais que dans chacun de vos territoires, de Saint-Omer en passant par Saint-Fond et Avignon que vous connaissez bien, ces tiers-lieux existent, ils se développent et à nous, État, d'accompagner les élus locaux et les entrepreneurs dedans. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Claire Aupetit. S'il vous plaît, seule Madame Aupetit a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé et des Solidarités et concerne la maltraitance enfantine. Madame la Ministre, en mars dernier, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous touche pas, la maltraitance infantine? Continuez, Bravo, Madame la députée. Bravo. Continuez, Madame la députée. En mars dernier, lors de la journée nationale de mobilisation de la lutte contre les violences faites aux enfants, vous avez présenté le bilan des travaux annuels du plan triennal de lutte contre la violence faite aux enfants dans un cercle familial. Ce plan qui comporte 23 mesures et se divise en 72 points, traite de toutes les violences infantines, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles, mais aussi qu'elles résultent de négligences lourdes. Vous le savez, il est intolérable que dans notre pays, 200 enfants par jour soient maltraités. Il est intolérable que 2 enfants meurent chaque semaine sous les coups de leurs parents ou de leurs proches. Il est intolérable que des causes des morts inattendues des nourrissons ne soient pas systématiquement recherchées. Il est intolérable que le flou demeure quant aux pratiques de l'inceste sur les enfants dans notre pays. Aussi, afin de continuer à améliorer le recensement des cas de maltraitance enfantine, nous devons faciliter la transmission des informations préoccupantes auprès de la cellule du conseil départemental. Nous devons avoir plus de familles d'accueil et les professionnaliser davantage. Actuellement, 70% des enfants qui passent entre les mains de l'aide sociale à l'enfance n'ont aucun diplôme quand on les met à la porte à 18 ans. Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les actions concrètes envisagées visant à éradiquer la maltraitance infantile dans notre pays? Merci, merci Madame Aupetit. La parole est à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Claire Aupetit, merci pour cette question qui me permet de vous répondre sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je me déplace régulièrement dans les départements pour voir les équipes en charge de la protection de l'enfance, y compris dans l'Eure. Donc vous avez raison, il est totalement intolérable que des enfants meurent sous les coups de leurs parents ou de leur famille. Nous devons tout mettre en œuvre pour prévenir, protéger, suppléer les cas de défaillance de la cellule familiale. Et certaines critiques que vous formulez sont malheureusement justifiées. Nous manquons incroyablement de données. Nous observons une insuffisance de coopération entre les acteurs. Il existe effectivement des difficultés d'insertion sociale et professionnelle pour les jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. J'ai présenté en mai dernier le bilan annuel du plan triennal de lutte contre les violences faites aux enfants dans le cercle familial. Et un long travail est encore devant nous. Je vais présenter dans les prochaines semaines la stratégie nationale de protection des enfants et elle sera articulée autour de 1. Les violences faites aux enfants, comment les repérer et les éviter. 2. La santé des enfants, comment mieux prendre en charge pendant le placement, la prise en charge des psychotraumatismes. 3. La scolarité et l'accès à la santé des enfants placés. Et enfin, la sortie des enfants placés en lien avec la stratégie pauvreté. Parce que sur ce sujet, il nous faut repérer plus en amont les jeunes susceptibles d'être en situation de rupture à leur sortie de l'ASE. Donc, nous proposons une sortie
réguler. Aucun enfant ne doit sortir de l'aide sociale à l'enfance sans solution, en articulant mieux les prestations et en engageant un nouveau pacte entre l'État et les départements. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire et j'y associe ma collègue Sophie Oconi. Monsieur le Ministre, dans le cadre du projet de loi de finances 2019, l'article 19 prévoit la suppression du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur le gazole non routier. Les usages bénéficiant des régimes fiscaux supprimés concernent les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil, les travaux publics, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Or, cette majoration substantielle du coût de l'énergie pour les entreprises de travaux publics, dans lesquelles les marges sont déjà faibles, peut représenter plus de 50% du résultat net. Quelle entreprise peut subir une telle augmentation de ses coûts aussi rapide et importante? De même, le transport fluvial de passagers se retrouverait à subir une augmentation de charges, mettant en cause son existence, même sur certaines destinations de croisière, alors même que d'autres moyens de transport en seront dispensés. Un des arguments avancés pour cette mesure est que la suppression de ces tarifs spécifiques met fin à une dépense fiscale jugée inefficace et peu respectueuse dans le cadre de la protection de l'environnement. Sur le principe, Monsieur le Ministre, nous ne pouvons qu'approuver toute mesure visant à nous rendre collectivement plus respectueux de l'environnement et à agir en faveur de la transition énergétique. Cependant, ce sont les modalités d'application qui posent problème. Une suppression trop brutale, aucune concertation constructive préalable avec les acteurs concernés. Peut-être serait-il utile et nécessaire de l'étaler dans le temps et d'accompagner les entreprises vers des solutions innovantes, plus respectueuses dans l'environnement. Monsieur le Ministre, ne considérez-vous pas que la suppression du tarif réduit de la TICPE engendre un problème d'égalité entre tous les secteurs industriels? Dans un contexte économique difficile, pourriez-vous nous indiquer les mesures prévues pour accompagner cette hausse de la fiscalité et la nécessaire transition énergétique? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Madame la députée Firmin-Le Bodo, vous voyez bien la difficulté d'ailleurs de l'exercice, c'est qu'on commence la séance de questions au gouvernement avec l'urgence du GIEC et on termine avec cette question. C'est tout le nœud de pragmatisme et d'urgence que constitue la transition écologique. Je pense qu'on peut au moins s'accorder sur une chose, c'est qu'en aucun cas le gazole est notre allié ni pour le climat, ni pour lutter contre la pollution, et donc on doit en sortir le plus vite possible. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous souhaitons que ce gasoil ne soit plus compétitif grâce uniquement à des incitations fiscales, d'où l'alignement sur la fiscalité gazole sur les ménages. Là aussi, on ne peut pas nous pousser à agir d'un côté et de l'autre côté, ne pas être pragmatisme en agissant. Alors, il convient maintenant effectivement de rendre acceptable, absorbable cette augmentation. Ça va passer de deux manières différentes. La première, c'est bien sûr promouvoir les nouveaux carburants, les carburants verts. Et là, on revient à la question du député Millienne de tout à l'heure sur la programmation pluriannuelle pour l'énergie, pour développer des nouveaux carburants, pour permettre ces usages. Et puis, bien évidemment, aménager les transitions, tant pour les entreprises concernées, les consommateurs, vous l'avez dit, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, et François de Rugy, ministre d'État en charge de la transition écologique, vont recevoir l'ensemble des fédérations et des filières dans les jours qui viendront, mais également, bien sûr, les réseaux de distributeurs de ces carburants. C'est une affaire, là aussi, de pragmatisme dans notre urgence climatique, mais aussi de justice. En tout cas, nous n'abandonnerons pas les entreprises concernées. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, la séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.